Bonjour à tous, merci pour vos retours sur les précédentes vidéos et en avant pour la troisième. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche qui se trouve à côté afin d'être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Bon, je vous vois venir, en effet, Louis-Napoléon n'est pas allé à l'université. Ce qu'il appelle lui-même son université de Ham, c'est la forteresse dans laquelle il a été emprisonné durant 5 années. Je vous rappelle que nous l'avions laissé à la fin de son procès pour la tentative de coup d'État de Boulogne en 1840, où la Chambre des Pairs l'a condamné à la détention à perpétuité. Il n'a jamais cru à cette perpétuité, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il comptait sur son nom et sa famille pour bénéficier tôt ou tard d'une grâce royale. Ensuite, un coup de main bonapartiste aurait pu le faire libérer. Il aurait aussi pu bénéficier d'une des amnisties générales parfois dispensées par le roi, et finalement, il ne voyait pas le régime de la monarchie de Juillet durer, et un nouveau régime, potentiellement républicain, n'aurait pas manqué de vider les prisons des prisonniers politiques. En vérité, rien de tout cela n'arrivera. Le fort de Ham se trouve dans la Somme. Il est construit au XIe siècle, puis transformé par Vauban au XVIIe siècle. Il sert régulièrement de prison dans l'histoire de France pour les personnages importants. Parmi eux, le prince de Condé, Mirabeau, le marquis de Sade ou encore Polignac, ministre de Charles X pour en évoquer un peu plus proche de l'époque qui nous intéresse. Louis-Napoléon y est installé dans des appartements plus que sommaires. Pour quelqu'un de son rang en tout cas, on est quand même loin de la cellule insalubre. Il dispose d'un appartement de 2 pièces, peu meublé, qu'il arrangera tout au long de sa détention. On l'autorise aussi à avoir de la compagnie, mais surtout pas celle de Persigny. Son médecin et ami, le docteur Henri Conneau, et son valet Télin le rejoignent assez rapidement. Pour s'occuper, à l'époque, on n'a pas de smartphone, et Louis-Napoléon se plonge donc dans la lecture, dans les correspondances, il étudie beaucoup, d'où l'expression d'université de Ham que j'ai évoquée au début de cette vidéo. Il correspond avec et reçoit notamment plusieurs penseurs socialistes. C'est à Ham qu'il écrit le fameux de l'extinction du paupérisme que j'ai évoqué dans la vidéo précédente. Je pense à des gens comme Louis Blanc, par exemple. Il s'agit d'un penseur socialiste du XIXe siècle qui a notamment fait partie du gouvernement provisoire de la République française en 1848. Mais cela, nous en reparlerons dans les vidéos suivantes. Il faut comprendre que le socialisme de l'époque, ce n'est pas vraiment François Hollande, c'est l'extrême gauche. Louis-Napoléon est donc quelqu'un d'ouvert à des idées nouvelles, voire révolutionnaires. Cette période dévoile plusieurs choses sur le personnage. Tout d'abord, que même enfermé, il cherche à influer sur le monde qui l'entoure. Ensuite, qu'il a une soif presque inextinguible de savoir. Enfin, qu'il est très difficile de le garder enfermé. Après tout, comme il le disait lui-même dans l'introduction des idées napoléoniennes, « Ma voix est libre, comme ma pensée, et j'aime la liberté ». Donc il apprend, mais il publie aussi. Endetté, il cherche des bienfaiteurs et se lance dans le monde des affaires. Il investit dans la presse et, projet très visionnaire, veut relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique par un canal au Nicaragua. Le projet sera abandonné par la suite, mais sera finalement appliqué par Ferdinand de Lesseps avec le succès qu'on sait sur le canal de Panama en 1882. Il demande aussi à ce qu'on lui fournisse dans sa prison des équipements scientifiques afin de pouvoir faire des expériences. Il dispose donc d'un véritable laboratoire. Si on résume, Louis-Napoléon est donc quelqu'un qui parle plusieurs langues, a étudié les mathématiques puisqu'il est artilleur, a étudié l'histoire, la pensée politique, l'économie, la physique, la chimie, l'architecture et l'urbanisme, et j'en passe. J'ai presque envie de le classer parmi les polymathes, même si son œuvre intellectuelle reste un peu mince pour cela. C'est quelqu'un, en tout cas, qui s'y connaît dans de nombreux domaines. À mon sens, c'est pendant son université de Ham qu'il devient réellement ce futur chef d'État que sera Napoléon III. Il se construit un esprit capable d'absorber les connaissances, capable de raisonner. Le savoir, c'est le pouvoir. Il bâtit une doctrine bonapartiste, un cortège d'idées, des grands principes. En échangeant avec les grands penseurs de l'époque, il se construit un réseau, des relations, ce qui lui permet de tester ses idées et d'en avoir de nouvelles. Maintenant, parlons un peu des geôliers de Louis-Napoléon. La garnison du fort est composée de plusieurs centaines d'hommes qui doivent être changés régulièrement pour s'assurer qu'aucune complicité n'apparaisse avec le prisonnier.
On raconte que de temps en temps, les soldats laissaient échapper un petit « Vive Napoléon » en le voyant faire sa promenade quotidienne sur les remparts. Il n'a pas le droit, normalement, d'avoir le moindre contact avec eux. 4 fois par jour, le commandant du fort rend visite aux prisonniers. Louis-Napoléon dîne parfois même avec lui et sa femme, en compagnie aussi d'un autre prisonnier, un prisonnier qui avait déjà partagé l'exil de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, le général Charles Tristan de Montholon. Il existe une petite controverse par rapport à Montholon. Il est possible que ce dernier fût mis en détention avec Louis-Napoléon pour en réalité le surveiller, sale petite taupe. Aucune preuve n'existe, mais il semble tout de même que Louis-Napoléon s'en méfiait quelque peu. En réalité, Montholon sera tout de même réintégré comme général de brigade sous le Second Empire, donc c'est qu'il n'était probablement pas si honni que ça. Toujours est-il que Louis-Napoléon trouve à s'occuper. Entre ses expériences, ses camarades et ses geôliers, ses investissements, ses lectures, ses visiteurs, il étend son savoir et ses connaissances. Il trouve même le temps de faire 2 enfants, 2 petits bâtards, à la femme qui s'occupe de son linge. 2 enfants qu'il ne légitime pas, mais qu'il reconnaît à moitié et à qui il pensera quand même par la suite, puisqu'ils seront anoblis à la fin du Second Empire. Il adopte même un chien qu'il appelle Ham, du nom de la forteresse. Malheureusement, malgré de nombreuses tractations, le roi Louis-Philippe ne semble pas vouloir lui accorder une grâce. Ainsi, au bout de 5 années de captivité, Louis-Napoléon décide donc de s'évader, tout simplement. Mais pour cela, il faut faire diversion. Il demande donc des travaux de rénovation dans ses appartements qui lui sont accordés après plusieurs semaines. Il se rend compte alors que les ouvriers sont contrôlés à l'entrée du fort, mais pas lorsqu'ils en ressortent pour aller chercher quelque chose. Il se déguise en ouvrier maçon, se teint le visage, se rase la moustache, se met une pipe à la bouche et une planche sur l'épaule, et pendant que Télin garde son fidèle chien, il se lance dans cette évasion, non sans avoir disposé dans son lit un mannequin et une mixture nauséabonde et s'être fait porter pâle. Il traverse la forteresse, mais dans la cour, presque arrivé à son but, il fait tout de même tomber sa pipe de nervosité, et celle-ci se brise sur le sol. Il prend alors le temps de ramasser les morceaux sous les yeux des gardes, comme le ferait un véritable ouvrier, aux yeux de qui une pipe est un objet de valeur. Finalement, tranquillement, il sort par la grande porte au nez et à la barbe des gardes. Son valet Télin le rejoint à l'extérieur, et tous deux, ils fuient pour la Belgique. Cette évasion se produisit le 25 mai 1846. 2 jours après, Louis-Napoléon était à Londres. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à laisser vos suggestions en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton d'abonnement pour être mis au courant des nouvelles vidéos. On se retrouve dans quelques temps pour évoquer la suite des aventures du prince Louis-Napoléon Bonaparte, de son exil anglais à son élection comme premier président de la République française. Comme il l'affirma en 1847 à Lady Hamilton, c'est parce que ma fortune m'a trahi 2 fois que mon destin est plus près de son accomplissement. J'attends mon heure.